Un Airbus A310 est en vrille totale, plongeant vers les montagnes enneigées en contrebas. Il n'y a rien de mal avec l'avion. Au lieu de cela, cette situation a été causée par la fierté d'un père dans son travail et une fonction peu connue de l'autopilote. L'accident dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie des plus tristes et des plus évitables que j'ai jamais rencontrés. Et il sert de très bon rappel que même si vous enfreignez les règles avec les meilleures intentions du monde, cela peut toujours déclencher une chaîne d'événements que vous ne pouvez pas contrôler. Le soir du 22 mars 1994, un Airbus A310 de Russian Airlines, qui est une filiale de la compagnie aérienne nationale russe Aeroflot, se prépare pour un vol entre Moscou et Hong Kong. Le temps de vol est estimé à 13h39, ce qui est si long qu'il faut au moins 3 pilotes pour le voler afin qu'ils puissent se relayer et se reposer pendant les vols. Le commandant de bord est un quadragénaire assez expérimenté et il a piloté l'Airbus A310 depuis environ 2 ans, totalisant près de 950 heures de vol sur cet appareil. Son expérience précédente était surtout sur le Tupolev 134. Avec lui se trouve un copilote assez expérimenté de 33 ans qui a rejoint l'Aeroflot environ 2 ans auparavant et a accumulé 440 heures de vol sur le Airbus A310. Et le troisième pilote est un capitaine expérimenté de 39 ans qui a accumulé 907 heures sur le Airbus A310. Et sur ce vol, il voyage pour la première fois à l'étranger avec ses 2 enfants adolescents, Jana et Eldar. Et ce fait va devenir très important pour ce qui est sur le point de se passer. L'équipage compte 9 membres de cabine et 63 passagers sont à bord. Beaucoup d'entre eux sont en fait des employés de compagnies aériennes qui se rendent à Hong Kong sur ce vol. Le pilote effectue le prévol, il vérifie la météo est bonne en route, on ne s'attend à aucune turbulence ou quoi que ce soit de ce genre et ils commencent à se diriger vers l'avion. Quand ils arrivent à l'avion, ils sont accueillis par un autre pilote qui va voyager en tant que passager et il demande s'il serait possible pour lui de s'asseoir dans le cockpit pendant le vol et cela est accepté par les pilotes. L'équipage commence à préparer le départ, les pilotes consultent le carnet de bord technique qu'ils voient complètement propre. Il n'y a pas de problème technique avec l'avion. Ils continuent donc avec la préparation du prévol, ils embarquent les passagers, ils reculent de la porte d'embarquement, commencent à rouler et à 13h39 temps universel coordonné, soit 20h39 local. Ils décollent de la piste 25 droite à l'aéroport de Sheremetova à Moscou. Ils tournent d'abord à droite vers le nord-est, montent à 30 000 pieds pendant environ 27 minutes, puis continuent jusqu'à leur altitude de croisière initiale de 34 000 pieds. Les 4 premières heures du vol se déroulent normalement. Au-dessus des cieux sombres de la Russie centrale et à 26 minutes après minuit, il est temps pour le commandant de bord de retourner se reposer. Il quitte le cockpit, entre dans la cabine des passagers et s'assoit pour dormir quelques heures. Le copilote prend sa place dans le cockpit. À partir de ce moment, je vais désigner le copilote comme le commandant de bord. Il est en train de piloter et il est assis avec son copilote qui est en charge de la surveillance et qui gère la radio. C'est à ce moment-là que le commandant de bord décide d'inviter ses 2 enfants adolescents dans le cockpit. Il est très fier de son travail et il veut montrer ce cockpit hautement technologique à ses enfants, ce que je comprends tout à fait. Souvenez-vous, c'était avant le 11 septembre, donc les règles concernant qui pouvait entrer et visiter le cockpit n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. Il n'est donc pas étrange que les enfants entrent dans le cockpit et commencent à regarder autour d'eux avec curiosité. À 0h43, le commandant de bord a une illumination soudaine. Il demande à sa fille Jana si elle aimerait s'asseoir dans le siège du pilote et piloter l'avion. Jana est enthousiaste à cette idée et le commandant de bord quitte maintenant son siège. Il ne cède pas les commandes au copilote. Au lieu de cela, il se place derrière le piédestal central, restant techniquement en charge de l'avion et du rôle de pilote en vol. Jana monte dans les sièges, elle s'assoit et regarde cette énorme roue de contrôle devant elle et elle demande aussi à son père s'il peut monter un peu le siège pour qu'elle soit un peu plus haute. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, laisser les enfants entrer dans le cockpit n'était pas strictement contre les règles à l'époque, mais ce qui se passe actuellement, c'est contre les règles car en tant que pilote en commandement et pilote en vol, vous n'êtes pas vraiment censé quitter le siège du pilote pour quelque raison que ce soit,
autre que strictement lié à la sécurité ou opérationnel. Et si vous le faites, vous devez remettre les commandes au pilote surveillant, qui devient alors le pilote en vol. Mais cela ne se produit pas. Au lieu de cela, il quitte le siège et laisse entrer un étranger, quelqu'un sans aucune formation, dans le siège du pilote. Et c'est probablement la pire infraction à toutes les règles, car en aucun cas vous n'êtes autorisé, ni alors ni maintenant, à avoir quelqu'un comme ça assis dans le siège du pilote actif dans un avion en vol. Le copilote observe ce qui se passe et comme il est le pilote surveillant, il a reculé son siège à la position la plus éloignée. Il ne mesure que 160 cm de long, donc avec le siège dans cette position, il n'atteint pas correctement les pédales et il serait problématique d'essayer de piloter manuellement à partir de cette position et cela va bientôt avoir des conséquences graves. Le commandant de bord dit maintenant à sa fille Jana de mettre ses mains sur le volant qu'elle va pouvoir piloter l'avion. Il tend ensuite la main et il passe le mode de pilote automatique de navigation, qui est le mode qui suit l'itinéraire préprogrammé, à cap, qui va suivre ce qu'il règle sur le cap. Il déplace le cap de plus de 15 degrés vers la gauche. Et cela initie un virage en banque de 20 degrés, vers la gauche. Et comme Jana a ses mains sur les commandes, elle aura l'impression d'être celle qui fait réellement le virage. Une fois le virage initié, et après un certain temps, le commandant de bord atteint à nouveau le cap et initie un virage à droite, et une fois qu'ils sont plus ou moins revenus sur leur trajectoire initiale. Il réengage la navigation et l'avion continue sur sa route. Pendant toute cette manœuvre, Jana n'a fait que poser ses mains sur le contrôle. Elle n'a appliqué aucune force dessus, ce qui signifie que pendant que le pilote effectuait cette manœuvre de gauche puis de droite, on n'a pas eu l'impression que les pilotes essayaient de le contrer de quelque manière que ce soit. Jana reste dans le siège du pilote pendant environ 7 minutes, regardant curieusement autour d'elle jusqu'à ce qu'à l'heure 00:52, elle laisse la place à son frère aîné Eldar, qui est maintenant impatient de s'installer dans le siège du pilote et de l'essayer par lui-même. Pendant que les frères et sœurs s'installent au siège gauche 10, le copilote contacte le contrôle de Novosibirsk par radio. Il leur donne un rapport de position et leur dit qu'ils atteindront le point de cheminement Zakir à l'heure 00:59, soit environ 8 minutes plus tard. Le commandant de bord a maintenant l'intention de faire exactement le même type de manœuvre avec Eldar qu'il a fait avec sa fille Jana plus tôt. Mais avant qu'il puisse commencer la manœuvre, Eldar se retourne et demande à son père s'il peut réellement tourner le manche à balai. Le commandant de bord répond avec « Ouais, tu peux », et puis il se penche et il engage à nouveau le cap. Il tourne à nouveau le bug de cap plus de 15 degrés vers la gauche, ce qui initie le virage par le pilote automatique, mais cette fois, Eldar met réellement beaucoup de force sur le volant. Cela peut être vu plus tard sur l'enregistreur de données de vol par une certaine asymétrie entre l'aileron gauche et droit alors qu'il le fait, mais initialement, cela n'affecte pas vraiment le pilote automatique. Une fois qu'il a initié le virage et fait le virage à gauche pendant un certain temps, le commandant de bord se penche à nouveau vers le bug de cap et le déplace vers la droite pour réinitier un virage à droite. Eldar suit dans les commandes et il met un peu plus de pression sur le volant. Maintenant, comme le pilote automatique commence à se rapprocher de son cap prévu, il commence également à entrer pour niveler les ailes pour maintenir le cap indiqué par le bug de cap. Le problème maintenant est qu'Eldar maintient sa pression sur le manche. Il veut continuer à tourner à droite et cela dépasse une valeur limite à l'intérieur du pilote automatique et c'est là que vous devez comprendre un peu comment fonctionne le pilote automatique. Donc, lorsque nous utilisons le pilote automatique dans la plupart de ces modes plus avancés, le pilote automatique a toute autorité pour à la fois tourner l'avion et maintenir l'altitude ou monter ou descendre. Il contrôle l'avion dans les 3 axes. Un pilote n'essaierait jamais de contrer le pilote automatique lorsqu'il bouge, sauf s'il y a une situation anormale. Donc, si le pilote automatique, pour une raison quelconque, ne fait pas ce qu'il est censé faire, eh bien alors, les pilotes peuvent intervenir. Et la façon dont le pilote automatique est censé répondre à cela est en redonnant l'autorité au pilote, et il peut le faire de différentes manières selon le type d'avion.
Dans la plupart des cas, cela provoque la déconnexion complète du pilote automatique et cela est abondamment évident pour tout le monde car il sera accompagné d'un avertissement oral que cela s'est produit et vous le verrez également sur votre annonceur de mode de vol. Mais voici où un détail clé du pilote automatique sur l'Airbus A310 diffère des types que ces pilotes ont pilotés auparavant. Car comme Eldar maintient maintenant son entrée de virage à droite sur le volant et que le pilote automatique essaie de se niveler, il sent que d'accord, le pilote veut que je fasse autre chose et il déconnecte uniquement le canal latéral du pilote automatique. Cela signifie que le pilote automatique est toujours engagé, il ne donne aucun avertissement sonore, il ne donne même aucun avertissement sensible au pilote que cela s'est produit. Il contrôle toujours l'altitude de l'avion, mais il a maintenant renoncé au contrôle dans la partie latérale, la partie tournante du pilote automatique. Cette déconnexion du canal de pilote automatique latéral serait certainement ressentie par un pilote formé si vous tournez contre le pilote automatique et que cette déconnexion se produit, vous ressentiriez soudainement une différence dans la quantité de retour de force que vous devez mettre dans les commandes. Mais parce qu'Eldar fait maintenant cette entrée et qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait, il n'a aucune formation ni aucune connaissance de cela. Il ne le remarque pas et il y a aussi une possibilité que le copilote à ce moment-là suive également sur le volant de son côté, mais il ne le remarquerait pas non plus parce qu'il pourrait penser que la différence de retour de force est due aux entrées qu'Eldar fait de son côté. Donc, aucun des deux personnes qui sont aux commandes, et certainement pas le pilote, le seul vrai pilote qui a une entrée sur les commandes maintenant, remarque que cette déconnexion se produit. L'avion continue maintenant son virage à droite au-delà du point où il aurait dû se niveler et suivre son itinéraire original et il augmente lentement son angle de roulis parce qu'il y a encore un peu de force introduite sur le volant vers la droite. Il n'y a toujours aucune indication dans le cockpit que le canal latéral du pilote automatique a été désengagé, mais il est également vrai qu'aucun des pilotes ne semble surveiller l'avion alors qu'il continue de tourner. Pendant ce temps, le commandant de bord a en fait détourné un peu le regard et il est engagé dans une conversation avec sa fille Jana et cela dure environ 20 secondes ou plus et c'est lorsque l'angle de roulis de l'avion dépasse 20 degrés de roulis que le jeune Eldar de 16 ans prend la parole et dit « Pourquoi ça tourne ?» Et le copilote se tourne vers lui et répond « Est-ce que ça tourne tout seul ?» Et Eldar répond avec « Ouais ». À ce moment, le pilote sur le siège de saut prend la parole et il dit que ça tourne dans la zone. Les gars et le copilote regardent son écran de navigation et il dit « Ouais, il atteint la zone d'attente. Une zone d'attente est une zone en forme d'ovale dans laquelle les avions entrent lorsqu'ils ont besoin de se maintenir pour une raison quelconque, avant qu'ils puissent débuter une approche vers un aéroport, ou s'ils doivent rester à un certain aide à la navigation pour une autre raison. Mais pourquoi les pilotes penseraient-ils qu'ils entrent dans une zone d'attente sans avoir dit à l'avion de le faire ? Ce n'est pas programmé et ce n'est certainement pas sur l'itinéraire. Eh bien, il s'avère que lors des tests en vol de l'Airbus A310, lorsqu'il est soumis à une situation comme celle-ci, lorsque l'avion s'écarte de son itinéraire prévu et qu'il ne suit pas le pilote automatique, il peut commencer à montrer une fausse ligne de trajectoire sur l'affichage de navigation. C'est essentiellement une ligne de trajectoire suggérée. Donc l'avion dit bien que vous tournez évidemment, donc peut-être que vous voulez aller dans cette direction et cela peut se traduire soit par une ligne droite, soit par une ligne circulaire. Mais dans tous les cas, si les pilotes regardent leur affichage de navigation et qu'ils voient soudainement que l'avion suit ou semble suivre cette ligne de trajectoire suggérée, c'est peut-être pour cela qu'ils pensent que cela se produit. Dans tous les cas, il semble que tous les pilotes regardent maintenant ce qui se passe sur l'affichage de navigation et aucun d'eux ne surveille ce qui se passe réellement avec l'attitude de l'avion. Parce que, comme je le disais avant, l'avion incline de plus en plus à droite. Il dépasse 30 degrés, qui est la limite pour le pilote automatique. Il dépasse 45 degrés, ce que nous considérons comme un virage serré, et continue d'augmenter. Et chose intéressante, cela se produit également sans aucun avertissement sonore à l'intérieur du cockpit. Mais souvenez-vous comment j'ai dit que le pilote automatique n'a pas été totalement désengagé, qu'il essaie toujours de maintenir l'altitude. Eh bien, parce que la seule façon dont il peut le faire est en augmentant la pression arrière de l'aileron et en changeant également l'angle du stabilisateur. Il essaie maintenant de le faire. Mais à mesure que l'avion s'incline davantage, le pilote automatique peine de plus en plus à maintenir l'altitude. Donc, lorsque l'avion dépasse environ 45 degrés d'angle de roulis, il commence aussi à descendre.
Mais parce que l'aileron est maintenant dévié vers le haut pour essayer de maintenir l'altitude, l'avion, en s'inclinant de plus en plus, soumet également les passagers et les équipages à de plus en plus de force G. Donc, quand il dépasse environ 45 degrés d'inclinaison, la force G est d'environ 1,6, soit 60 de plus que la normale, et c'est probablement ce qui pousse finalement les pilotes à regarder leur affichage de vol principal. Pour voir ce qui se passe, le premier qui parle, c'est le pilote du siège de saut qui dit « Hey les gars », suivi rapidement par le commandant de bord qui dit « Retenez-le, retenez la colonne de contrôle ». Retenez-le. Il est très probable que cet ordre de son père, le commandant de bord, ait réellement amené Eldar à tenir physiquement la colonne de contrôle. Ce serait la réaction logique pour quelqu'un qui n'est pas un pilote formé. Ce que le commandant de bord voulait réellement, c'était que les pilotes stabilisent l'avion, maintiennent l'angle d'inclinaison et essaient de le ramener à gauche. Cela a été correctement compris par le copilote qui essaie maintenant de mettre une entrée à gauche sur l'aileron afin de stabiliser à nouveau l'avion. Mais parce qu'Eldar suit maintenant l'ordre direct de son père, l'ordre du commandant de bord de maintenir les commandes de vol, le copilote, alors qu'il entre l'aileron gauche, rencontre une résistance. Et parce que cela se produit, seulement quelques-uns des commandes de vol, comme l'aileron du côté droit et quelques spoilers de vol sur l'aile gauche, suivent réellement cette entrée. Cela est dû à une autre caractéristique du système de contrôle de vol de l'Airbus. Vous voyez, si le manche, le volant d'un avion, devient bloqué d'un côté pour une raison quelconque, c'est vraiment important que le pilote restant avec le volant restant puisse toujours contrôler l'avion. Et la façon de faire cela est d'appliquer une force à l'entrée de contrôle jusqu'à ce que vous sépariez physiquement les deux. L'un de l'autre, mais quand cela arrive, le pilote restant ne pourra contrôler qu'une partie des commandes de vol sur les ailes. C'est probablement ce qui se passe ici, et comme le copilote essaie maintenant de tourner vers la gauche, et l'aîné s'accroche aux commandes de vol, comme son père lui a dit de le faire. Il devient vraiment très difficile et lent pour le copilote d'essayer de redresser l'avion, et vous pouvez voir sur l'enregistreur de données de vol qu'il inverse momentanément, comme s'il tournait à droite un peu juste pour voir si quelque chose ne va pas avec les commandes de vol. Mais quand il le fait, l'angle d'inclinaison augmente encore plus vers la droite. Il est peu probable que cela ait fait une grande différence dans ce cas, car l'avion est maintenant à un angle d'inclinaison presque de 90 degrés, et l'aileron, rappelons-le, l'autopilote essaye toujours de maintenir l'altitude, est presque entièrement dévié vers le haut. Cela signifie que l'angle d'attaque de l'avion a dépassé l'angle de décrochage. Et lorsque les ailes sont en décrochage, vous n'avez peut-être aucun contrôle des ailerons de toute façon. Il est intéressant de noter ici que pendant les premières secondes de cet événement de décrochage, il n'y a pas d'avertissement de décrochage audible dans le cockpit. Ils subissent probablement des turbulences. L'avion sera secoué, indiquant clairement qu'ils sont en décrochage. Mais puisque le pilote automatique est finalement déconnecté par les forces appliquées aux manches, cet avertissement de la déconnexion du pilote automatique, conjugué à la descente de l'avion loin de son altitude autorisée, écrase les avertissements sonores de décrochage. Donc, il faut environ 4 secondes avant que l'avertissement de décrochage ne se déclenche réellement dans le cockpit pendant les 21 secondes suivantes. Le commandant de bord, qui est toujours debout derrière le piédestal central dans le cockpit, crie dans l'autre sens. Tournez à gauche et le copilote dit aussi l'autre sens, l'autre sens. Parlant probablement à Eldar, 16 ans, qui s'accroche aux commandes pour sa chère vie. Ce qui devrait se passer maintenant, car l'avion est en décrochage, c'est qu'il faut sortir du décrochage et la façon de le faire est de déconnecter le pilote automatique pour pousser le nez vers l'avant afin de décharger les ailes et sortir de l'angle d'attaque critique. Seulement alors, une fois que les ailes sont sorties du décrochage, vous pouvez commencer à essayer de niveler le virage et à remettre les ailes à plat. Mais cela ne se produit pas, l'avion continue dans sa situation de décrochage, descendant très rapidement dans un virage à droite très prononcé. Et il est assez évident à partir de l'enregistreur de voix du cockpit que les pilotes ont perdu leur conscience situationnelle dans cette situation. Il convient de noter ici que l'une des raisons pour lesquelles le pilote n'a pas réagi correctement dans cette situation était qu'à cette époque, dans cette compagnie aérienne, les pilotes n'avaient reçu aucune formation dans le simulateur sur la façon de gérer une procédure de récupération après un décrochage en haute altitude. Il est maintenant 00h 55 minutes 58 secondes et les choses vont empirer. L'avion est dans un virage à droite de presque 90 degrés et une inclinaison vers le bas de 20 degrés, ce qui signifie qu'il descend rapidement. Mais la déconnexion du pilote automatique active le système de protection contre les angles d'attaque élevés.
Cela force le nez à descendre encore plus pour essayer de décharger les ailes. C'est toute l'idée de ce système. Mais cela signifie que l'altitude de tangage passe maintenant de moins 20 degrés à moins 50 degrés, ce qui donne un taux de descente terrifiant de presque 39 000 pieds par minute ou 200 mètres par seconde. Et comme la manette des gaz extérieurs est toujours engagée et est réglée sur le maintien de la poussée, cela signifie que la vitesse augmente maintenant rapidement et dépasse les 400 nœuds. À l'heure 00:56 minutes et 18 secondes, le copilote s'exclame soudainement à gauche. Là, il y a le sol, indiquant qu'il retrouve maintenant sa conscience situationnelle. Malheureusement, il réalise alors aussi à quel point la situation est grave et instinctivement, il commence à tirer en arrière sur son manche à balai. Cela provoque une déflexion maximale de l'aileron et exerce d'énormes forces G sur l'avion. Environ 4,7 G était le plus haut enregistré sur l'enregistreur de données de vol, et cela aurait probablement conduit à des déformations structurelles de l'avion. Ces forces G ont également rendu extrêmement difficile le mouvement à l'intérieur du cockpit, et le commandant de bord crie maintenant à son fils Eldar de sortir, mais il est complètement immobilisé. Les forces G rendent difficile pour le commandant de bord de s'installer dans son siège de pilote. Pendant ce temps, le copilote se concentre sur la situation de haute vitesse dans laquelle il se trouve, et il est toujours assis assez loin en arrière. Il ne peut pas atteindre correctement les pédales, mais il peut atteindre les leviers de poussée, alors il les ramène au ralenti. Ceci, combiné à leur montée brusque, signifie que la vitesse baisse maintenant depuis 400 nœuds, jusqu'à seulement 100 nœuds en quelques secondes. Pendant cette partie de la manœuvre, les forces G diminuent un peu, ce qui signifie qu'Eldar peut enfin sortir du siège du pilote et que le commandant de bord peut y retourner. Malheureusement, alors qu'ils font cela, l'un d'eux pousse le gouvernail de gauche et dans la situation où il se trouve maintenant avec une faible vitesse, un aileron arrière complet, une inclinaison à gauche et maintenant soudainement un coup de gouvernail de gauche, nous avons une entrée en vrille classique et l'avion entre immédiatement en vrille à droite qui pique le nez à nouveau presque en piqué vertical. À ce stade, les forces G tombent à zéro, ce qui signifie que tout le monde à bord ressent l'apesanteur. Le commandant de bord a finalement regagné son siège. Et à l'heure 00:57 minutes et 11 secondes, l'avion s'est en fait un peu stabilisé. Il est incliné à gauche de 20 degrés avec le nez vers le bas de 20 degrés. Donc toujours pas correct. Mais il est probable que si les pilotes avaient simplement lâché les commandes ici et que l'aileron avait été remis en position neutre, l'avion aurait peut-être stabilisé sa vitesse et il leur aurait été possible de rectifier la situation. Mais l'aileron est tiré à sa déflexion maximale. L'avion pique du nez et perd de la vitesse. À l'heure 00:57 minutes et 47 secondes, quelqu'un pousse à nouveau le gouvernail gauche. Cela crée à nouveau les conditions pour une vrille. L'avion commence à tourner à une vitesse angulaire de plus en plus élevée. Et à ce moment-là, l'avion n'est qu'à environ 1000 pieds d'altitude. Il est donc trop tard. Et même si les pilotes ont réussi à arrêter la rotation, l'avion s'écrase toujours dans les contreforts du Kuneshiki Alatau à l'heure 00:58 et 1 seconde. Cela ne fait que 3 minutes et 15 secondes après qu'Eldar se soit assis pour la première fois dans le siège du pilote. Et tout le drame n'a duré que 2 minutes et 25 secondes. Les 75 personnes à bord périssent immédiatement lorsque l'avion s'écrase au sol. Il a fallu plusieurs heures pour localiser le lieu de l'accident et les secouristes ont dû s'y rendre en hélicoptère en raison de son emplacement éloigné. Heureusement, l'enregistreur de voix du cockpit et l'enregistreur de données de vol ont été rapidement retrouvés et ils étaient en bon état, ce qui a permis aux enquêteurs de reconstituer les raisons de cet accident qui est, comme vous l'avez entendu, vraiment très tragique. Le rapport final a conclu que l'accident était dû à la présence d'un étranger dans le siège du pilote, au fait qu'il ait déconnecté involontairement le canal latéral de l'autopilote et qu'il n'y avait pas d'avertissement dans le poste de pilotage que cela s'était produit. Cela a ensuite conduit à une situation de perturbation en vol de plus en plus importante qui n'a pas été reconnue par l'équipage de vol. Et une fois qu'elle a été reconnue, elle n'a pas été gérée correctement. Probablement en partie à cause du fait que le copilote, qui était le seul pilote à côté des commandes, n'était pas dans une position assise suffisamment bonne pour gérer cette situation.
Cela a conduit à plusieurs recommandations, comme on pourrait s'y attendre, concernant la sécurité du cockpit et qui peut réellement y accéder, mais aussi comment les pilotes sont censés surveiller le vol et quand ils peuvent et comment ils peuvent quitter leur siège. Cela a également conduit à des recommandations concernant la formation au vol et la perturbation et la récupération d'un décrochage en haute altitude, ainsi qu'à des recommandations à l'attention du constructeur d'avions Airbus concernant l'introduction de véritables avertissements sonores en cas de déconnexion d'un de ces canaux par l'autopilote, ce qui était le cas ici, mais aussi concernant des avertissements d'angle de virage plus audibles et plusieurs autres améliorations de système. Maintenant, si vous voulez voir plus de vidéos sur les incidents et les accidents, alors consultez cette playlist ici ou cette vidéo ici que je pense que vous allez trouver vraiment intéressante. Si vous voulez soutenir le travail que je fais, envisagez de devenir membre de ma super équipe Patreon où vous pouvez toujours vous procurer des produits dérivés. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, Facebook et partout où vous pouvez me trouver et j'espère que vous passez une journée absolument fantastique. Au revoir.